La Russie, de loin, le plus grand pays du monde. Aujourd'hui, elle s'étend de l'enclave de Kaliningrad en Europe jusqu'à l'océan Pacifique. Mais autrefois, le pays était encore bien plus vaste. Même les territoires situés au-delà du Pacifique, en Amérique, étaient russes. Nous parlons ici de l'Alaska, un territoire environ 5 fois plus grand que l'ensemble de l'Allemagne. Les Russes furent les premiers à s'y installer et à coloniser ces terres. À une époque, c'était l'une des colonies les plus lucratives au monde. Mais après une ascension rapide, elle connut une chute dramatique. Qu'est-ce qui a poussé la Russie à s'étendre encore plus à l'est? Que cherchaient-ils dans cette région éloignée du monde? Et pourquoi ont-ils finalement perdu ce territoire? Nous allons explorer toutes ces questions passionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Bon visionnage! Au XVIIe et XVIIIe siècle, la Russie a connu une transformation radicale, passant d'un État relativement isolé et en proie à des crises internes à un empire puissant, capable d'étendre son influence sur une grande partie de l'Eurasie. L'un des aspects les plus importants de cette expansion fut l'avancée russe vers la Sibérie. Motivés par la recherche de fourrures et d'autres ressources, les commerçants et cosaques russes ont étendu leur contrôle jusqu'à l'océan Pacifique. Mais des changements importants avaient également lieu dans la partie européenne de l'Empire. Une figure clé de cette transformation est Pierre Ier, également connu sous le nom de Pierre le Grand. Ces réformes ont modernisé de manière significative l'Empire russe et renforcé sa puissance militaire et maritime. Il fonda Saint-Pétersbourg comme fenêtre sur l'Europe et améliora les relations avec les nations d'Europe occidentale. La Russie étendit également son influence sur la région baltique, la Pologne et la mer Noire. La Grande Guerre du Nord conduisit finalement à la conquête de territoires clés sur la mer Baltique, ce qui améliora l'accès maritime de la Russie et renforça sa présence navale. La situation en Europe étant sécurisée, davantage de ressources purent être consacrées à l'expansion vers l'Est. Cette expansion débuta dès le XVIe siècle, lorsque les derniers khanates, autrefois partis de l'Empire mongol, tombèrent sous contrôle russe. Les victoires d'Ivan le Terrible assurèrent la domination sur le fleuve Volga, ouvrant ainsi la voie vers l'Est. L'expansion en Sibérie fut ensuite initiée par le chef cosaque Yermak Timofeïevitch, qui pénétra dans la région ouest sibérienne en 1581. Cependant, les premiers Russes à explorer ces nouvelles terres n'étaient généralement pas des chefs militaires, mais des explorateurs et des commerçants. Le processus de colonisation était donc assez similaire à celui d'autres États européens. Par exemple, les Britanniques envoyèrent également leurs compagnies des Indes orientales et occidentales pour prendre possession de nouveaux territoires, qui furent ensuite transformés en colonies britanniques. De même, les marchands de fourrures russes avancèrent en Sibérie, utilisant principalement les fleuves comme principale voie de transport. À la fin du XVIIe siècle, ils atteignirent finalement les confins de l'Asie et contemplèrent l'océan Pacifique, ce qui nous ramène à l'époque de Pierre le Grand. Jusque-là, seuls de petites postes commerciales avaient été établis en Sibérie, mais Pierre commença également à suivre militairement l'avancée vers l'Est. Il établit des forts armés le long des routes principales jusqu'au Pacifique. Ces avant-postes servaient à étendre la présence militaire, mais aussi à faciliter le commerce, l'administration et à consolider la puissance russe dans la région. À la manière des colonisateurs, l'expansion russe s'accompagna également de l'intégration ou de la soumission des peuples indigènes locaux. Par un système de tribus en fourrure, de nombreux groupes indigènes furent incorporés à l'Empire russe en pleine croissance. Cela nous amène à la principale raison de l'expansion russe au-delà du Pacifique: le commerce des fourrures. Ce commerce était l'un des plus prisés au XVIIe et XVIIIe siècle, car les peaux d'animaux étaient très prisées en Europe. Ainsi, ce commerce peut être considéré comme le moteur principal de l'expansion russe. Militairement et politiquement, les territoires éloignés n'avaient d'abord qu'une importance secondaire pour la Russie. Comme aujourd'hui,
tout ce qui était important se passait dans les grandes villes de la Russie occidentale. Ce n'est que plus tard que la Sibérie acquit une importance stratégique croissante pour la Russie, à la fois comme zone tampon contre les menaces potentielles à l'Est, mais aussi comme tremplin pour les futures expansions maritimes dans le Pacifique et en Amérique du Nord. Au milieu du XVIIIe siècle, la demande de fourrure augmenta encore. Dans de nombreuses régions de Sibérie, cependant, les populations animales locales, comme les loutres de mer et les renards, commencèrent à diminuer en raison de la chasse massive. De nouveaux territoires étaient nécessaires. Ainsi, l'expansion dans le Pacifique commença pas à pas. Dès le XVIIe siècle, des rapports de commerçants et explorateurs russes faisaient état d'une vaste et mystérieuse terre à l'est. L'un des premiers à explorer le détroit de Bering fut l'explorateur russe Semyon Dejnev. Il explora la côte orientale et devint le premier Russe à atteindre la péninsule du Kamtchatka. D'autres explorateurs avancèrent ensuite sur les îles environnantes. Au milieu du XVIIIe siècle, la découverte la plus significative eut lieu. Sous la direction de Vitus Bering, un marin danois au service de la Russie, les explorations avancèrent plus loin que jamais. Lors de 2 expéditions étendues dans le Pacifique, il atteignit finalement l'Alaska. L'expédition accosta sur l'une des îles aléoutiennes et établit immédiatement un contact avec les populations indigènes. À la grande joie de tous, il s'avéra que la région était incroyablement riche en animaux, et donc en fourrure. La nouvelle de cette découverte se répandit comme une traînée de poudre dans toute la Russie. On parlait de ressources en fourrures apparemment infinies, notamment les lucratives fourrures de loutres de mer. En un rien de temps, un grand nombre de commerçants se mirent en route vers l'Alaska. Le voyage et les conditions de vie dans cette région rude et éloignée du monde étaient loin d'être faciles, mais la recherche de richesses rapides semblait surmonter toutes les épreuves. Au cours des années suivantes, de plus en plus de marchands et chasseurs de fourrures russes s'installèrent dans la région, conduisant à la création des premières colonies russes en Alaska. La ville de Kodiak fut fondée par un dirigeant de l'une des plus grandes compagnies de fourrures russes. Le choix de l'emplacement sur l'île de Kodiak fut motivé par sa position stratégique, sa proximité avec des ressources abondantes en fourrure et son accessibilité relative depuis le Pacifique. À l'origine conçue comme un simple poste pour le commerce et la chasse aux fourrures, elle devint plus tard un centre pour l'administration et l'organisation des activités russes dans la région. Les politiciens et le tsar, à l'autre bout de l'Empire, furent également informés des nouvelles découvertes et encouragèrent le développement politique de l'Alaska. Les succès à Kodiak conduisirent à la création de la Compagnie russo-américaine en 1799, qui reçut du tsar russe le monopole du commerce en Alaska. Les ressources devaient être exploitées encore plus efficacement et la présence russe renforcée. Des relations plus profondes commencèrent également à se développer avec les peuples autochtones de la région, bien que celles-ci furent généralement marquées par des conflits et de l'exploitation. L'Église orthodoxe joua également un rôle essentiel dans l'expansion, alors que des moines et des prêtres commencèrent à évangéliser les peuples autochtones, influençant profondément leur culture et leur mode de vie. Au début du XIXe siècle, l'Alaska russe atteignit son apogée. De plus en plus de nouvelles colonies et postes commerciaux furent établis le long de la côte et sur les Aléoutiennes, et en 1808, une nouvelle capitale, encore plus moderne, fut fondée. Novo-Arkhangelsk symbolisait l'apogée de l'architecture et de la culture russe dans la région et devint le centre administratif et commercial des activités russes en Alaska. Le commerce des fourrures, qui constituait la base de la colonie russe, prospérait et n'était plus limité à l'Europe. Les cargaisons précieuses étaient également exportées vers la Chine. Mais, comme souvent, une ascension rapide fut suivie d'un déclin tout aussi rapide. En quelques décennies, la colonie disparut. Quelles en furent les raisons? Premièrement, la situation géopolitique changea au milieu du XIXe siècle. La rivalité avec l'Empire britannique, qui s'étendait également rapidement,
s'intensifia, et le tsar craignait que l'Alaska ne soit facilement perdu lors d'un futur conflit avec cette puissance. La présence militaire de la Russie dans l'Alaska lointaine était très faible. Sur le plan économique, les problèmes se multipliaient également. La chasse intensive avait conduit à une baisse dramatique des animaux à fourrure, notamment les loutres de mer, affaiblissant ainsi la principale source de revenus de la colonie. Les coûts d'entretien et de ravitaillement de la colonie éloignée étaient déjà énormes. Avec la diminution des profits, cela devint insoutenable. L'activité économique en déclin entraîna également une baisse du nombre de colons en Alaska, ce qui posa des problèmes démographiques. Le tsar avait un autre problème. Il avait besoin d'argent. Plusieurs guerres coûteuses en Europe, notamment la guerre de Crimée, avaient vidé les caisses de la Russie. Par ailleurs, il prévoyait des réformes internes profondes pour moderniser le pays. Il avait donc un besoin urgent d'un nouveau flux de revenus. Il choisit donc l'option la plus évidente, vendre la colonie en difficulté de l'Alaska. Mais il était hors de question de la céder aux Britanniques, qui étaient très intéressés par son achat. Si la Russie vendait l'Alaska à la Grande-Bretagne, elle se retrouverait encerclée par la Royal Navy sur deux fronts. Il se tourna plutôt vers les États-Unis d'Amérique, une puissance émergente. Ce faisant, il espérait modifier l'équilibre géopolitique et renforcer un potentiel allié contre la Grande-Bretagne. Les relations entre la Russie et les États-Unis au XIXe siècle étaient très positives. La vente renforça encore cette relation et s'inscrivait dans la politique étrangère russe de recherche d'alliés hors d'Europe. Les États-Unis étaient également très intéressés par l'acquisition de l'Alaska, motivés en partie par l'expansionnisme et le désir d'étendre leur présence dans le Pacifique. Ainsi, en 1867, pour 7 200 000 $ américains, environ 350 millions de dollars aujourd'hui, l'Alaska fut vendu aux États-Unis, marquant la fin de la présence russe en Amérique du Nord. L'achat, initialement tourné en dérision par la population américaine comme inutile, se révéla quelques années plus tard une véritable bénédiction grâce à la découverte de pétrole et d'or.